Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux titres. Le président de la République et la première dame ont présidé aujourd'hui la cérémonie de pose de la première pierre d'usine de production de bromure de sodium au lac Assal. Et la Ligue arabe demande à Washington d'annuler sa décision concernant Jérusalem. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. C'est sous la houlette du président de la République et de la première dame que s'est déroulée aujourd'hui la cérémonie de pose de la première pierre de l'usine de bromure de sodium. C'était au lac Assal. Ali Abdillahi nous en dit plus. Le président de la République, M. Ismaël Marguerite, s'est rendu ce matin au lac Assal pour procéder à la cérémonie de pose de la première pierre de 2 unités industrielles. La première usine produira du bromure de sodium et la seconde de la soude caustique. Un secteur du lac Assal se transformera ainsi en un site industriel. Le chef de l'État a effectué ce déplacement sur zone en compagnie de son épouse, la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd, du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, et le ministre en charge de l'investissement, Ali Gheli Aboubakar. Les autorités régionales et les principales autorités coutumières ont également pris part à la cérémonie. Le directeur général de la société Salt Investment, l'ambassadeur de Chine à Djibouti et la conseillère économique de l'ambassade de Chine, ainsi que les représentants des sociétés chinoises partenaires de la China Civil Construction Company, la CCC, et la Shandong Ending Chemical ont participé à la cérémonie de pose des premières pierres de ces unités de production du bromure de sodium et de soude caustique. Ce projet est considéré comme hautement stratégique pour le développement économique et social de la République de Djibouti. Il devra permettre de donner à la République une place significative dans l'industrie saline, de générer ainsi des flux financiers importants contribuant au développement économique du pays et à la création d'emplois. Le programme sera mené dans la région de lac Assal et la baie de Goubet. Il consiste en la production de 52 000 tonnes de bromure de sodium avec 60 000 tonnes de soude caustique ensemble. Il prévoit également la construction d'une usine de désalinisation de l'eau de la mer et d'une usine de production d'électricité. La baie de Goubet va devenir une ville côtière et écologique, combinant les éléments traditionnels et modernes. Le projet va être le symbole de l'amitié entre Djibouti et la Chine. Il va améliorer ainsi les conditions de vie de la population riveraine. Si nous avons assisté au lancement des infrastructures portuaires et aéroportuaires, ce 10 décembre 2017 voit en effet le lancement de l'exploitation industrielle du sel de lac Assal, point de départ d'une nouvelle ère, celle de l'industrie. Si certains ont l'or noir, la République de Djibouti a son or blanc. Et après l'arrivée et l'accueil populaire réservé au président de la République, à la première dame et la cérémonie de pose de la première pierre de la future usine de production de bromure de sodium, place aux interventions officielles avec en premier le représentant de la société Salt Investment qui a lancé ce projet de bromure au lac Assal pour un investissement de plus de 220 millions de dollars. Le représentant de la société chinoise donc spécialisée dans la production et la vente du bromure de sodium a
permis donc que l'unité de production va occuper une place importante industrielle au niveau national et elle sera la 3e usine au monde. Nous l'écoutons. 今天阿萨尔盐湖西华钠项目再次开工典籍，我谨代表山东海王 Chemical Company qui se spécialise à la production et à la vente du brome, du bromure et du sel brut, figure parmi les top 500 des meilleures entreprises chinoises dans le domaine de l'industrie chimique. Parmi autres, la capacité de production du brome et du bromure se trouve à la 1re place au niveau national et à la 3e place au niveau à l'échelle mondiale. Et la société est déjà cotée au nouveau 3e marché de la bourse en Chine. Favorisera le développement et l'équilibre de l'économie mondiale et apportera le bien-être et la prospérité au peuple du monde. Shandong Haiwang Chemical Company prend l'initiative de répondre à l'appel, de saisir l'occasion stratégique de sorte à accélérer le rythme de se tourner vers le monde extérieur. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a précisé que ce projet voit le jour grâce à l'initiative du président de la République qui a tissé des liens étroits avec la République populaire de Chine. Nous l'écoutons. Le programme de travail gouvernemental vise à réaliser et à concrétiser notre vision et ambition, qui est de faire de Djibouti un pays émergent à l'horizon 2035, tel que le président de la République a défini. Cette quête vers l'émergence de Djibouti doit passer par une démarche de transformation structurelle, qui est la clé de voûte de notre développement. Cette transformation structurelle suppose la mise en œuvre effective des piliers de la vision 2035 et particulièrement les piliers relatifs à la diversification et la compétitivité de l'économie de Djibouti. Par ailleurs, et à travers le plan d'opérationnalisation de la vision, vous avez voulu, Monsieur le Président de la République, que le développement et la croissance élevée de Djibouti soient inclusives, tant dans sa dimension spatiale, à travers le pôle de développement régionaux, que par sa dimension emploi. Cet investissement important, réalisé par des grandes sociétés chinoises, à travers Salt Investment, partenaire de CCCC, et Shandong Wang Chemical, des partenaires qui ont fait confiance à notre pays et qui est connu pour sa stabilité et sa paix durable, mais également au leadership du président de la République, très apprécié partout dans le monde. Par ailleurs, et en raison de partenariats stratégiques entre la Chine et notre pays, nous sommes convaincus que les investissements directs chinois seront amenés à se multiplier parce que récemment, lors de sa dernière visite, les deux leaders ont discuté de l'opportunité d'élever le niveau de partenariat à un niveau stratégique et d'insérer Djibouti dans ces grandes ambitions mondiales qui consistent One Belt, One Road ou la route de la soie. Et pour le ministre chargé de l'investissement Ali Ghella Aubakar, le lac Assal a toujours été une source de richesse au niveau local et régional. Je vous propose de le suivre. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à cette cérémonie et dépose de la première pierre de l'usine de production de bromure de sodium de lac Assal. Le lac Assal, curiosité géologique et véritable don du ciel, tout en gardant une part de mystère, a toujours prodigué ses bienfaits aux hommes. La mythique caravane de sel a porté à dos des dromadaires depuis des millénaires son sel jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Les projets d'exploitation du lac du sel a déjà démarré. 100 000 tonnes de sel sont entreposées au port de Goubette et seront bientôt acheminées vers leur destination finale. Les premiers navires qui transporteront cette production attendent aujourd'hui le balisage
de la voie de navigation de baie de Goubette pour effectuer le chargement dans les semaines à venir. Aujourd'hui, en accueillant la première usine d'exploitation de minerais, le bassin de la Cassale s'ouvre un peu plus pour nous livrer une partie de ses innombrables richesses. Ma satisfaction est ainsi grande de voir se concrétiser des projets novateurs pour le développement de notre pays. La réalisation de ces projets contribue par ailleurs à un enjeu majeur de développement, celui de la diversification et la décentralisation de notre économie. Les modèles de développement économique initiés par le président de la République est en effet basé sur cet objectif car il vise un développement harmonieux de notre pays. Et le président Ismaël Omar Guelleh est intervenu également du haut de la tribune pour rappeler la démarche de Djibouti, un pays industriel grâce à ses richesses et au partenariat stratégique avec la République populaire de Chine. On écoute les propos du chef de l'État. Les efforts déployés pour défricher le terrain et ouvrir les portes en vue d'entamer l'industrialisation de notre nation. Dieu, la création du sol, sait qu'il contient comme richesse l'étendue du lac Cassale, des ressources minières ou autres que nous découvrons au fur et à mesure. C'est ici donc que nous allons entamer les premiers pas de l'industrialisation du pays. La première des ressources naturelles dont regorge le lac Cassale. C'est bien sur le sel. Il est primordial d'en tirer bénéfice de cette richesse naturelle et l'exploiter d'une manière efficiente et de ce fait accueillir à bras ouverts les investisseurs de tout horizon, nos amis, proches et associés que sont le peuple chinois, dont j'ai rencontré récemment le chef de l'État avec qui nous avons décidé d'un accord commun d'instaurer un partenariat bilatéral stratégique. Ce dit partenaire stratégique permet à nos deux pays, la Chine et Djibouti, d'œuvrer dans le bon sens du développement. Il faut savoir que la Chine, c'est une réalité aujourd'hui, a beaucoup investi dans notre pays. Elle a également honoré en incluant notre jeune République parmi les usagers de la route de la soie. Une route reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À partir de cette route, notre économie va aller de plus en plus croissante et d'une manière hautement significative. Vous voyez déjà ici les premiers réels, cet envolé industriel et économique. Le groupe chinois CCC International ainsi que les associés, groupe spécialisé dans le domaine de la chimie appliquée à l'industrie, s'occupe d'un procédé permettant d'extraire à partir du sel, du bromure, du sodium et du soude caustique, entre autres. Précisons qu'il est possible de fabriquer à partir de cette même sel une diversité de produits chimiques et industriels sans commune mesure. Le sel est donc la matière première pour la fabrication des produits pétrochimiques ou chimico-industriels. Bonsoir Ali, donc ce soir nous allons parler chimie bien sûr. Alors qu'est-ce que sont le bromure de sodium ou la soude caustique, à quoi servent-ils exactement? Eh bien Ahmad, le bromure de sodium est produit à partir de la saumure de l'eau salée. C'est un cristal blanc en poudre qui est utilisé donc pour la fabrication de films photographiques. Il est aussi utilisé dans l'industrie pharmaceutique en tant que médicament tranquillisant. Il est donc entré dans la fabrication d'autres produits tels que le pesticide, la teinture. Il est utilisé également dans les extincteurs en tant que retardateur de flammes et en tant que réfrigérant. Le bromure de sodium est un produit très demandé sur les marchés mondiaux et en particulier par la Chine du fait de son utilisation croissante dans les produits chimiques à base de brome. Il n'y a que des usines de production de bromure dans le monde. La soude caustique, dont la dénomination chimique est le NaOH,
est utilisée, elle, dans la fabrication des pâtes à papier, des produits de nettoyage tels que les savons et autres détergents. Il est également utilisé dans le traitement des eaux. La soude donc entre aussi dans la fabrication de nombreux produits industriels. Cet acide qui sert également à la fabrication d'engrais est utilisé pour le décapage et le détartrage des métaux. La soude caustique est aussi utilisée comme désinfectant et décolorant. Nous le savons, c'est l'eau de Javel, dans la mesure où tous ces produits sont tirés du sel. Le président de la République a dans son intervention donc accordé au site de Lakassal le statut de zone économique spéciale afin de faciliter l'implantation des nouvelles industries. Ces deux sites de production de la soude caustique et du bromure de sodium auront d'évidence, on le sait, des impacts économiques et sociaux en termes d'opportunités de travail dans les populations environnantes. L'État également trouvera son compte en prélevant des taxes. Le Lakassal est un site géologique exceptionnel situé à moins 150 mètres en dessous du niveau de la mer, où les sels se déposent de manière naturelle. Un site touristique très sensible qui va se transformer en un pôle régional de référence pour l'industrie saline et les industries dérivées du sel. Des emplois directs et indirects seront créés pour les jeunes demandeurs d'emploi. Le ministère de l'Environnement se chargera de son côté à préserver une grande partie du Lakassal afin qu'il reste cette curiosité géologique qui attire bon nombre de scientifiques et de touristes. Et à ce sujet, toutefois, le ministre de l'Investissement a averti que le site du Lakassal sera transformé en un écosystème intégré où tous les acteurs économiques seront en interaction et bénéficieront d'infrastructures adaptées. Adigele Aboubakar a rappelé que toutes les industries qui s'implanteront autour du Lakassal seront conçues dans le strict respect des exigences écologiques qui est la seule voie possible pour garantir un développement durable dans notre espace naturel. Merci Ali pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité, à l'instar du reste du monde, et sous le haut patronage du Premier ministre Abdelrad El Kamil, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a célébré ce matin la Journée mondiale des droits de l'homme. Cet événement, que la République de Djibouti célèbre depuis la création de la Commission nationale djiboutienne, a vu la participation du président de la CNDH, Souleymane Omar, du ministre de la Justice, du ministre du Travail et de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, ainsi que des membres des corps diplomatiques, des représentants des organisations internationales, des parlementaires, des officiers de la police et de l'armée, mais aussi des acteurs de la société civile. La cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran. Après un moment de recueillement, on a fait place à quelques animations musicales et des sketchs. Nos partenaires nationaux constitue également le cadre de planification des activités de développement du système des Nations Unies, qui est basé sur la SCAP et la vision 2035 du gouvernement de Djibouti, le concept d'interopérabilité des objectifs de développement durable, la vision de l'Organisation des Nations Unies, qui inclut un fort plaidoyer pour les groupes les plus vulnérables, ainsi que l'engagement à travailler avec les partenaires nationaux dans le domaine de l'avancement des droits de l'homme. Ce document représente aussi un effort pour trouver une solution locale pour assurer la liaison entre le développement et l'action humanitaire. La pierre angulaire de ce cadre est par conséquent le principe fondamental de ne laisser personne de côté. Et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Souleymane Omar, a dans son allocution remercié les divers participants qui ont pris part à cet événement. Il a souligné l'importance que revêt cette journée depuis la date de proclamation. On l'écoute. À l'instar du monde entier, nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui, dimanche 10 décembre 2017, la Journée mondiale des droits de l'homme. Pour cette année, la célébration de la journée est consacrée au lancement des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, juste après les événements tragiques de la Deuxième Guerre. Bien que l'humanité ait accompli des gros progrès depuis cette date, cet instrument
est toujours d'actualité. Les conflits encore persistants dans le monde, le terrorisme, l'extrémisme religieux, racial et les atrocités qui s'en suivent engendrent encore de nos jours des violations de la dignité humaine. Les pratiques d'un autre âge qui viennent d'être découvertes en Libye ces jours-ci en sont une parfaite illustration. La République de Djibouti a démontré son attachement à cet instrument depuis son accession à l'indépendance. La ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant dès 1990 et celle de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1991 sont les parfaites illustrations. Et le ministre de la Justice, Momin Ahmed Cher, a pour sa part souligné que la République de Djibouti a depuis son accession à l'indépendance adopté la Déclaration de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme. Plus loin, le ministre a rappelé qu'il faut tendre encore d'efforts vers un monde qui reconnaisse les droits à tous les êtres humains. Je vous propose de le suivre. La République de Djibouti s'est engagée d'ores et déjà à prendre part à ces manifestations tant au niveau international que national. Des initiatives seront planifiées pour faire connaître les droits de l'homme et les protéger ainsi davantage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en dépit des progrès considérables enregistrés depuis bientôt 70 ans, des défis existent. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Chacun de nous doit être conscient et agir pour relever le défi. Nous devons défendre les droits des groupes cibles, des discriminations, des inégalités. Il s'agit notamment des femmes, des enfants et autres groupes vulnérables comme les migrants, les réfugiés, les personnes vivant avec un handicap ou toute autre personne victime de traite des êtres humains. Nous savons que la République de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour faire sienne des droits et libertés fondamentales de l'homme. Dès le premier jour de notre indépendance, le 27 juin 1977, notre pays a, à travers la loi constitutionnelle numéro 1, affirmé son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1992, exactement le 15 septembre 1992, la République de Djibouti va plus loin et déclare que les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et celles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples font partie intégrante de la Constitution, ce qui leur assure une application effective. Et clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamil a mis en exergue l'essence et la portée de l'action gouvernementale en matière de droits de l'homme. Il a aussi rendu un hommage au courage des adhérentes de l'UNFD avec à la tête la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, dans la poursuite de leurs efforts tournés vers le renforcement des droits de l'enfant et leur lutte contre les discriminations liées au genre. On l'écoute. Les déclarations et allocutions qui ont été brillamment faites par mes prédécesseurs à cette tribune montre l'adhésion du gouvernement djiboutien au principe de la Charte universelle des droits de l'homme. C'est la volonté du président de la République de consolider ce qui a été fait et de poursuivre toutes les avancées démocratiques. Mais le respect des droits humains, comme cela a été dit aujourd'hui, est l'affaire de tous. Ceci peut se résumer dans la nécessité de respecter son prochain. Quelles que soient ses origines, ses croyances, son niveau social, son genre, sa nationalité ou encore son handicap. Et là, le Conseil national des droits de l'homme a un rôle important à jouer. Son président nous a rappelé que cette institution fête son 10e anniversaire et qu'elle devient de plus en plus autonome. Sa capacité et son activité sont en forte croissance. Je veux confirmer ici que le gouvernement a besoin de la Commission nationale des droits de l'homme, aussi bien que les ONG qui œuvrent pour que le droit humain devienne l'affaire de tout le peuple djiboutien. À mon tour, je vais rendre un hommage particulier à la présidente de l'UNFD, aux associations caritatives
qu'elle associe pour l'égalité des genres, car c'est là le socle d'un pays démocratique. Nous savons que la guerre, le terrorisme, frappe toujours plus les personnes vulnérables et les pauvres. Là encore, je vous confirme la volonté inébranlable du chef de l'État pour que ça soit maintenu, cette paix à Djibouti, et qu'elle puisse être étendue à tous les pays de la région grâce au dialogue et à la coopération régionale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, donc avec Ali Abdoulaye. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. Alors la Ligue arabe demande à Washington d'annuler sa décision sur Jérusalem. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui a présidé donc hier au Caire, en Égypte, la réunion ministérielle extraordinaire de la Ligue des États en vue d'examiner les derniers développements concernant Al-Quds après la décision du président américain de reconnaître de manière unilatérale la ville sainte de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et a recommandé le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Effectivement, donc les États de la Ligue arabe ont demandé au président américain ouvertement, Donald Trump, d'annuler sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Selon eux, l'initiative ne fera qu'accroître les violences dans la région. Dans son discours d'ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne a souligné que la reconnaissance par l'administration américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël constitue une escalade dangereuse qui sape toute tentative de paix et menace ainsi la stabilité de la région, ainsi qu'une violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies qui persistent que toutes les actions et mesures unilatérales visant donc à imposer des réalités nouvelles sur le terrain, sont nulles et non avenue. Il a confirmé que la question palestinienne restera la cause arabe centrale en réaffirmant la position ferme en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien frère à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. À cet égard, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont annoncé unanimement leur rejet et leur condamnation de la décision américaine qui constitue donc une atteinte fondamentale au statut légal et historique de la ville et une violation des résolutions y afférentes de l'Organisation des Nations Unies. Merci Ali. Également dans l'actualité internationale, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye espère un accord entre les camps rivaux libyens pour tenter de sortir d'une sortie de crise politique et économique qui perdure. L'émissaire onusien pour la Libye, Gassam Salamé, 66 ans, s'exprimait à l'issue d'un entretien à Rabat avec le ministre marocain des Affaires étrangères sur la situation en Libye. Issu de cet accord, le gouvernement d'union dirigé par Faiz al-Sarraj n'est pas parvenu à faire l'unanimité en Libye. À la mi-octobre à Tunis, elles ne sont pas parvenues à trouver un consensus sur les amendements à apporter à l'accord de Skirat. M. Salamé a estimé toutefois cette semaine à Tripoli que de tels amendements n'étaient pas essentiels. Le but de ces amendements, selon lui, était de former un nouveau gouvernement indépendant qui aurait pour seule mission d'améliorer les conditions de vie des Libyens dans un pays en proie à une crise économique et institutionnelle. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.